3 mai 2020, journée internationale de la presse. Cette journée est placée sur le thème de journalisme sans crainte, sans complaisance. Alors, Ziana célèbre cette journée comme la plupart des médias, la plupart des journalistes à travers le monde. Et pendant 10 heures, nous allons évoquer les problèmes qui sont les nôtres. Et nous commencerons par dénoncer ce qui est arrivé hier au Congo. Un journaliste a été suspendu, c'est le journaliste présentateur du 20h, qui a été suspendu pour avoir posé une question au ministre de la Justice sur les malades du Covid. Il voulait tout simplement savoir où se trouvait-il, parce que depuis le début de la crise et de la gestion de cette pandémie, aucun journaliste n'a été en contact avec les malades de ce virus. Alors vraiment, une pensée pour lui et on espère que le Congo, qui est, est classé pratiquement à la queue de la liste de Reporters sans frontières en matière de non-respect des droits des journalistes, remontera peut-être un jour et que les journalistes comprendront qu'est-ce que c'est que cette corporation pour se mettre ensemble et élever leurs droits et arriver à les faire respecter. Voilà, chers téléspectateurs de Ziana TV, aujourd'hui, nous aurons 2 panels pour parler des problèmes des journalistes profitant de cette journée de revendication. Donc, sur ce panel, nous aurons Lassina Camara, qui est le doyen des journalistes. Il a 72 ans, toujours en activité, et qui nous parlera de comment se passait le journalisme il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière. Nous avons également Luc Emayeux, qui est la première génération de journalistes africains à avoir exercé sur des médias africains ici en France. Et bien entendu, Makaila Ngeble, qui est un journaliste qui est venu dans le métier à partir des nouveaux outils, les nouvelles technologies, donc par le numérique. Également, Sir Makosso, qui est le patron de Ziana TV et qui gère un web média. Et chacun d'eux nous dira quels sont leurs problèmes. Est-ce qu'ils ont espoir que l'avenir de leur médium est certain? Voilà, donc nous allons commencer par Lassina Camara. Il y a 30 ans, c'était quoi un journaliste en Afrique? Alors, il y a 30 ans, un journaliste était considéré comme un chirurgien de l'information. C'est-à-dire quelqu'un qui informait avec profondeur, avec retenue et sans complaisance. Ce chirurgien de l'information était incorruptible. Et en même temps, nous avions la possibilité de poser des questions de fond à aussi bien Léopold Sédar Senghor qu'à un Houphouët-Boigny ou à un Sékou Touré. Et ce qui était bien d'ailleurs à cette époque-là, il y avait tellement moins de corruption qu'il y avait moins de journalistes qu'on emprisonnait. Je me souviens que quand Ahmed Sékou Touré me disait si vous n'êtes pas manipulé, l'ancien camarade, par la France-Afrique, venez voir à Conakry ce qui se passe. Et j'ai répondu à Ahmed Sékou Touré, je ne peux pas aller à Conakry aussi longtemps que des gens sont torturés au camp Boiro. Et c'est quoi répondu? Mais il y a le camp Boiro de la France-Afrique, il y a les Bob Denard. Alors, c'est bien beau de m'attaquer, mais il faut attaquer aussi les Bob Denard et les Foka. Et il avait raison. C'est ça le journalisme. Poser des questions de fond, ne pas avoir peur, ne pas se laisser compromettre, ne pas surtout tricher. Alors, Lassina Camara est en train de nous dire que le thème de cette année retenu par l'UNESCO, journalisme sans complaisance, sans crainte, s'y est mieux à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 30-40 ans, c'était ça. Mais ce qui se passe à cette époque, c'était l'éducation des masses. Les médias de masse étaient là pour une information verticale, c'est-à-dire les populations subissaient l'information des gouvernants sans pouvoir interagir, camarades. Ce qui est exact. Mais en même temps, nous étions un contre-pouvoir. C'est-à-dire que quand on savait et quand on avait des preuves qu'il y avait des chefs d'État qui en abusaient uniquement pour manipuler leur population, peut-être même pour exploiter les matières premières de leur pays, on ne manquait pas de le leur dire. C'est ça aussi. Aussi, on s'est dit qu'il fallait éduquer les masses,
mais en même temps ne pas tomber dans le piège des chefs d'État. Et c'était du bon journalisme. Et j'ajoute quelque chose. Les médias des vainqueurs ne nous permettaient pas non plus de nous faire entendre. Et ce qui s'est passé il y a 40 ans, ça se passe aujourd'hui. Les médias des vainqueurs essayent de mettre la main sur l'Afrique mieux que les Africains journalistes eux-mêmes. Même si parfois ils prennent quelques Africains pour pouvoir évidemment colorer, comme on dit, la situation. Alors, ce qui s'est passé il y a 40 ans, je pense que ça se reproduit aujourd'hui. Le combat est permanent. Le tout, c'est de ne pas baisser les bras. C'est pourquoi, à mon âge, je suis encore debout comme si j'avais encore 20 ans. Alors, Makaila, vous êtes rentré dans le journalisme numérique dans la douleur, parce que votre histoire a été connue, parce que vous avez été chassé de 2 pays avant d'arriver ici en France. Est-ce que cette crainte, cette complaisance dont ne veut plus l'UNESCO cette année a été vraiment votre réalité? Merci Sadio, merci à Ziana TV, merci également à Lancina et surtout merci aussi à Luc Maillot d'avoir accepté, à Cyr aussi, hein, d'avoir accepté de partager avec moi cette soirée et d'évoquer la question liée à un journalisme sans crainte ni compassion. Effectivement, comme tu as dit, Sadio, moi j'ai un parcours un peu particulier. J'étais expulsé de 2 pays. À la base, j'étais d'abord étudiant en Tunisie. Je ne faisais pas le journalisme. Et j'écrivais tout simplement dans la rubrique Jeune Afrique, dans la rubrique Vous et nous de Jeune Afrique. Et par la suite, j'étais expulsé de Tunis vers Dakar. Et c'est à Dakar où j'ai préparé une licence en communication et journalisme dans une école de journalisme. Bon, à ce niveau, j'ai été obligé d'animer une émission radio, dans une radio communautaire, présenter une émission sur la migration et ses enjeux. Et j'ai créé parallèlement un blog pour m'intéresser à la question de mon pays d'origine, le Tchad. Et c'est comme ça que je suis entré dans le métier du journalisme et je me suis, je me suis perfectionné. J'ai exercé effectivement depuis Dakar. Et c'est ce qui m'a valu encore une deuxième expulsion de Dakar en 2013 et pour rejoindre la France grâce à une mobilisation de la presse. En tout cas, merci beaucoup à l'analyse qu'a faite M. Lancina Camara par rapport il y a 40 ans. Le journalisme était un chirurgien de l'information. Aujourd'hui, le métier n'a pas tout à fait changé, mais seulement nous vivons plus des risques aussi aujourd'hui, des risques qui pèsent sur le métier, sur l'exercice du métier de journaliste actuellement, ce qui vaut l'exil à certains d'entre nous. Et il est au niveau international, si on salue effectivement l'initiative de l'UNESCO, tout comme on salue l'initiative des Reporters sans frontières, sauf que les États africains, tout à l'heure, tu as annoncé le cas d'un confrère qui était suspendu au Congo. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration en dépit effectivement de cette journée qui est une journée importante pour la sensibilisation liée à la liberté d'information dans le monde. En tout cas, en ce qui concerne le Tchad, nous avons cru à un moment donné qu'au regard d'une presse complètement à genoux, comme celle de la presse tchadienne, la communication est plutôt une communication institutionnelle. Nous avons choisi les médias en ligne pour pouvoir informer nos concitoyens qui n'ont pas droit à une information juste équitable de la part des médias. Donc, en tout cas, je fais partie de ces modestes personnes qui contribuent effectivement à informer les Tchadiens de façon objective, de faire en sorte que les non-dits soient dits au niveau international et que la question tchadienne soit mise au cœur de préoccupations internationales. Alors, nous avons également Luc Maillot. Lui, il fait partie de la première vague de journalistes qui sont venus en faveur d'installation de médias africains ici en France pour informer l'Afrique à partir d'ici. Alors, comment est-ce que l'information est différemment traitée à partir de l'Afrique ou à partir de la France, de l'Occident vers l'Afrique? Luc Maillot. Bonjour Sadio. Y a-t-il moins de risques? Y a-t-il moins de craintes? Y a-t-il moins de complaisance ou... Voilà. Non, je pense que nous faisons exactement le même métier. Simplement, les réalités ne sont pas les mêmes. Les cadres législatifs ne sont pas les mêmes et des fois, les moyens non plus ne sont pas les mêmes. Et donc, ça crée souvent des différences dans la manière dont l'information est à la fois récoltée et traitée avant d'être transmise à nos différents publics. Mais pour moi, c'est plus un enjeu, un défi qu'autre chose. La manière dont les journalistes sur le terrain au niveau des pays africains travaillent n'est pas plus blâmable que celle des journalistes qui sont de ce côté-ci de la mer Méditerranée. Chacun fait avec les moyens dont il dispose. Certains font avec les moyens du bord, certains font avec des moyens qui sont colossaux. Et la différence entre les deux ne se situe qu'au niveau du talent.
Donc, je pense qu'il est important pour nous aujourd'hui de redonner ces lettres de noblesse au journalisme, surtout que nous sommes dans un cadre où la concurrence, l'information verticale, comme tu disais, Sadio, elle n'est plus verticale, elle est de plus en plus horizontale. Les réseaux sociaux sont de vrais challengers de l'information. Quand on est journaliste aujourd'hui, on doit faire avec la défiance du public qui n'est plus un public qui consomme sans avoir le choix. Il a le choix aujourd'hui entre non seulement la radio, la télé, la presse écrite et la télévision. Oui, mais juste pour dire, restons un peu dans le cadre de de comment est traité le journaliste en Afrique et en France. Est-ce que ici, vous avez plus de liberté à exercer votre métier qu'en Afrique, si vous étiez au Cameroun, au Gabon ou en RDC? Ce que j'essayais de dire à travers mon propos qui a été probablement long et je m'en excuse, c'est que la différence n'est pas au niveau de la censure ou de pas censure, elle est au niveau de la capacité à faire en sorte de faire surgir l'information. Par moments, cela nuit à certaines personnes et c'est là que la mobilisation permet de faire rapidement renverser la vapeur, mais je ne crois pas que ce soit en termes de liberté. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que cela des lanceurs d'alerte en France souffrir du fait qu'on les contraignait à dévoiler leurs sources. J'ai vu Julian Assange, on me dira qu'il n'est pas journaliste, mais c'est un lanceur d'alerte et il a eu d'énormes difficultés ici en Occident à faire passer ses opinions. Les mêmes choses se retrouvent avec les manifestations des Gilets jaunes où on a vu des journalistes et des lanceurs d'alerte, là encore, avoir de grosses difficultés à exercer leur métier. Donc, pour moi, il n'y a pas de risque zéro en matière de liberté de la presse. Il y a une vigilance qui doit être de tous les instants, que l'on soit en Afrique ou en Occident. Alors, Serge Makosso, vous avez un confrère à Brazzaville qui a été, hier, la veille de la Journée internationale de la presse, justement, qui a été suspendu de son métier pour avoir posé tout simplement une question à une autorité et une question qui normalement ne devrait pas poser de problème puisqu'on gère le Covid et qu'il voulait savoir où se trouvaient les malades du Covid. Alors, vous êtes ici, on vous a vu depuis le début de la crise du Covid traiter dans tous les sens, sous toutes les coutures, cet événement-là. L'auriez-vous pu si vous étiez au Congo ou quelque part d'autre en Afrique? Alors, c'est difficile de répondre, Sadio, à l'affirmative à une telle question, puisque moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'exercer en Afrique, sauf que nous voyons les pressions qui existent en Afrique. Cette affaire, Rossi de Touna, que vous évoquez, qui a tout simplement posé une question au ministre de la Justice, après le discours du président Denis Sassou Nguesso, lui demandant, les Congolais se posent quand même des questions, puisque les lieux où se trouvent les malades sont interdits aux journalistes, on n'a aucune image. On veut juste accompagner les différents responsables pour la distribution des dons, mais on ne voit pas les malades, on ne voit pas les lieux où ils sont retenus ou encore où on les soigne. Et cette question, en fait, a causé à Rossil Otuna une suspension demandée par le ministre de la Justice à son homologue, donc le ministre de la Justice, M. Bininga, à son homologue, M. Thierry Mungala de la communication, qui lui, après, est descendu auprès de M. Ondele du directeur de la télé, jusqu'à ce que Rossil Otuna ait été suspendu de la présentation du JT. Alors, ces questions, nous les posons depuis le début de cette crise. Nous-mêmes, ici sur Ziana TV, on a consacré des heures et des heures à cette crise du Covid-19. Nous les posons, nous avons posé cette question, nous avons continué après la discussion de point. Nous-mêmes, nous avons posé la même question. Le seul problème, c'est de voir comment est-ce que la question posée sur place au Congo par un journaliste local lui vaut suspension, alors que nous, de ce côté-ci, nous la posions depuis au moins déjà un mois. Nous n'avons pas, je dirais, la pression directe de ces hommes, sans doute parce que nous avons le bénéfice de la distance, c'est une chose, mais aussi le bénéfice d'une législation qui permette une expression libre. C'est un peu, je dirais, la différence de traitement qu'on peut voir sur la même question entre les journalistes locaux qui la posent et nous qui sommes aussi loin quand nous la posons, alors que si ces gens, notamment ces ministres, acceptaient de parler notamment à nos médias, nous leur poserons les mêmes questions. Et je pense peut-être que ça dédramatiserait qu'ils soient surpris qu'on leur interroge sur cet aspect, Sadio. Donc, répondre à l'affirmative, c'est un peu compliqué,
Mais c'est vrai que nous avons aujourd'hui un cadre et des outils qui nous permettent de les poser directement. Sauf que ces hommes et ces femmes ne veulent pas venir dans nos médias, sans doute parce qu'ils craignent de telles questions. Et comme ils n'auront pas de pression sur nous, et qu'à la limite, qu'ils deviennent ridicules. Alors, Sir, pour nous qui collaborons avec vous, nous avons vu que vous avez beaucoup plus facilement accès, dans le cadre de votre travail, aux personnes étrangères au continent ou à votre pays qui réagissent plus promptement que les autorités ou même des opposants de votre pays qui se censurent ou ont des craintes réelles ou avérées à ne pas se manifester sur votre média. Alors, je pense que nous tous qui sommes ici, on pourrait le témoigner. Hein. La plupart du temps, il faut revenir à cet adage aussi ancien que l'enseigné Camara, qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Donc, à la limite, c'est un peu compliqué que nos autorités qui ne nous ont pas vus dans les circuits habituels où ils ont vu des gens émerger afin d'aller vers eux, puissent être aussi, je dirais, hostiles souvent à nos demandes. Moi, je trouve que c'est plus ou moins normal parce que ce que nous disons, ce que nous décrivons, je dirais, décrédibilise parfois leurs actions et ce qui les fait rendre hostiles vis-à-vis de nos démarches quand nous allons les solliciter. Mais en soi, ce qui est quand même aujourd'hui très important, c'est que nous, on arrive à les récupérer par ricochet. C'est-à-dire quand ils constatent qu'on peut avoir des responsables d'autres pays africains ou même européens qui nous répondent facilement, ils comprennent très bien le ridicule qui est de leur de ne pas venir, alors que nous, les questions qu'on peut poser, si demain nous avons un responsable gabonais, ça va être les mêmes sur la réalité de leurs actions et sur l'actualité qui nous préoccupe. Tandis que les responsables congolais ne veulent pas très souvent nous répondre parce qu'ils comprennent très bien que nous nous adressons à un public qui les regarde peut-être tous les jours et qu'ils sont sans doute sûrs qu'en passant par nos canaux, ils seront plus ou moins dévoilés par rapport à leurs actions, ils seront peut-être en difficulté par rapport à ces questions-là. Donc, en se disant, ils vont parler plus facilement à d'autres médias et on sait aussi, par exemple, que les autorités congolaises parlent beaucoup à d'autres médias hors du Congo, que ce soit au Cameroun, au Gabon, ou parfois au Tchad ou en RDC, que ce que font aussi les autorités de ces pays-là. Le truc, en fait, sur le public, c'est-à-dire qu'ils fouillent leur public à un moment donné. Les autorités étrangères qui nous parlent, c'est aussi pareil. Ils savent que nous, on va parler à un média de la diaspora congolaise, donc à la limite, les Gabonais ne sont peut-être pas assidus, donc ils n'auront pas directement les lacunes qu'on pourrait constater chez les Congolais. Voilà un peu, ils profitent un peu, je dirais, de cette facilité de fuir leur public pour venir nous parler, mais n'empêche qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, qu'on n'est jamais prophète chez soi et que c'est un peu compliqué que les autorités des pays d'origine acceptent de parler aussi facilement aux médias, notamment situés à l'étranger, quand il s'agit de traiter l'actualité de leur pays. Alors, je vais trahir un secret de Lassine Camara. Il est à côté de moi. Il n'a pas respecté donc la distanciation due au Covid parce que justement, il n'a pas pu transiter dans les nouvelles technologies. Lassine est par exemple le bonhomme qui ne sait même pas écrire un nom sur un numéro sur son téléphone. Donc, pour qu'il communique, il faut qu'il regarde, il va voir sur WhatsApp la photo ou l'image ou l'avatar de son appelant pour pouvoir lui donner un nom et pouvoir aller. Alors, il n'a même pas pu installer le Zoom, c'est moi qui l'ai fait il y a quelques jours, si vous étiez témoin. Et en plus, il n'a pas pu donc respecter la distanciation parce qu'il ne comprenait pas comment il pouvait rentrer un numéro Zoom et faire la réunion comme le fait Makaïla qui est rentré dans le journalisme par les nouvelles technologies. Alors, Lassine Camara, est-ce que vous ne ratez pas quelque chose, vous qui êtes rentré comme chirurgien de l'information dans le métier, est-ce que vous ne ratez pas quelque chose, une phase importante, alors que vous aurez pu transiter et puis même être enseignant dans le domaine? Mais vous avez très bien fait de poser la question. D'abord, je vais demander à M. Makosso, dans le cas précis de ce journaliste, avant de répondre à la question de Kanté, il faut qu'on prenne l'habitude de faire des délégations pour dire à Sassou Nguesso et à son gouvernement de cesser de persécuter les journalistes congolais. Mais cette délégation doit être composée de journalistes congolais, camerounais, guinéens. Un panel panafricain, quoi. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Il faut obliger les chefs d'État africains à nous écouter. J'ai parlé tout à l'heure des médias
si vous voulez, qui mettent la main, les médias étrangers, qui mettent la main sur l'information et qui manipulent nos chefs d'État. Nous devons mettre fin à ça. Il faut d'abord que nos chefs d'État nous écoutent, mais en même temps qu'ils écoutent les médias étrangers. Je vais simplement vous citer un cas. Quand il y a eu l'affaire Moussa Kaka à RFI, quand ils ont les choses, comment il s'appelait, le président Tandia avait emprisonné Moussa Kaka. RFI, tous les jours, il matraquait le Niger, au point que le président Tandia vraiment croyait que c'était un coup d'État organisé par RFI et effectivement par les Touaregs qui voulaient mettre la main sur le Niger. Et il a pris contact avec l'ancien Camara à travers son ambassadeur qui était là. Je lui ai dit, écoutez, puisque vous ne nous écoutez pas, les médias étrangers vont effectivement à tout moment faire de vous ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, est-ce que l'ancien Camara doit maîtriser le numérique? Mais bien sûr que l'ancien Camara doit se mettre à l'école du numérique. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ouais. Et j'ai cette volonté d'apprendre le numérique, de savoir ce que c'est que le numérique, de pouvoir m'exprimer librement grâce au numérique. Et je dis à tous les jeunes Africains, comme aux vieux Africains journalistes, de se mettre effectivement à l'école du numérique. C'est comme ça que nous allons sauver notre continent de la même mise des médias étrangers qui manipulent nos chefs d'État. Quand on fait un débat sur RFI, des chefs d'État qui viennent raconter toute leur vie, alors qu'ils auraient pu avoir une radio équivalente à RFI, des télévisions dignes de ce nom, pour pouvoir se faire respecter. Il n'est jamais tard pour bien faire. Il s'agit ici de ne pas provoquer les gens, mais c'est un plaidoyer pour que le journalisme participe à la libération économique et médiatique du continent. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors que nous avons parallèlement vu que le premier média sur lequel a travaillé Louis Magloire Kemayo est fermé aujourd'hui. Avant que ça ferme, lui, Magloire Kemayo n'y travaillait plus. Mais les nouvelles technologies, je pense, ont permis à Kemayo de rester visible. Hein. Il a une chaîne YouTube, n'est-ce pas? Je me trompe? Non, c'est vrai. Est-ce que finalement, vous diriez que grâce au numérique, même quand on ne travaille pas sur un circuit officiel établi et normal, on peut continuer à exercer son métier? On peut continuer d'exercer son métier. Je pense que Makaïla n'a pas eu besoin d'être à Télé Sud ou dans n'importe quel autre média pour exercer. Il a commencé directement sur Internet et il y est aujourd'hui avec un public qui le suit et qui va chaque jour en grandissant. Donc, on n'est pas condamné à être dans les médias traditionnels. Les nouveaux médias sont aujourd'hui un terrain sur lequel il faut aller. Même quand on est un média traditionnel, je ne connais pas un seul grand média qui n'a ni compte Twitter, ni compte Facebook, et encore moins Instagram et d'autres moyens de communication avec le public. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'être dans cette complémentarité-là. Simplement, Télé Sud a eu des difficultés. La chaîne est normalement revenue puisqu'elle a été rachetée par un investisseur qui est en train de retaper la chaîne pour la remettre à l'antenne. Je ne ferai pas partie de l'aventure, mais la chaîne continue de vivre. Alors, Sir Makosso, vous avez commencé également, comme Makaïla, autrement, par les médias numériques, par les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous êtes très présent, vous avez beaucoup de médias, beaucoup de rubriques et même beaucoup d'autres, des enfants de Ziana TV qui y sont. Mais est-ce que cela est toujours beau? C'est rose, la façon dont vous travaillez? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires à pouvoir exister et à vivre de votre métier? Il faut dire une chose, c'est que pour moi, je conçois déjà, notamment nous qui avons accédé au numérique comme étant le média du pauvre. Parce que les investissements qui nécessitent la télé traditionnelle, les médias traditionnels sont tellement importants qu'il faut souvent avoir derrière des investisseurs, soit des industriels ou des États ou de pseudo, je dirais, personnalités qui accepteront de vous accompagner. Donc, l'accès aux médias, notamment numériques, pour moi, c'est un peu le moyen du pauvre. Mais tout simplement, ce qui est important, c'est le contenu que vous allez y mettre. Aujourd'hui, comme on dit, ces outils sont librement accessibles à tous. Seul problème, qu'est-ce que vous allez y mettre et avec quelle déontologie? Pour nous, ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons su nous adapter en fonction des maigres moyens dont nous disposons
pour garder une longueur d'avance. Aujourd'hui, par exemple, grâce au confinement, beaucoup découvrent l'outil Zoom, alors que nous, on a déjà commencé à faire nos productions sur Zoom il y a déjà au moins 4 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulions être à la une de l'information. Le seul problème, nous n'avons pas les moyens pour déléguer des gens à travers le monde, même à travers la France, pour aller chercher l'information localement. Nous travaillons beaucoup sur l'actualité chaude et pour être au fait de l'actualité chaude, pour aller chercher des acteurs, vous êtes obligé, vous, d'être présent là où se passe l'actualité. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué pour nous. S'il y a quelque chose qui se passe à Brazzaville, à Douala ou encore à Bangui, d'avoir quelqu'un, déléguer quelqu'un, y faire, c'était quasiment impossible. Or, nous savions qu'avec l'outil Zoom, nous pourrions à l'instant I avoir quelqu'un pour intervenir à Bangui et nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe et ce qui nous permettait d'avoir déjà une réactivité que parfois les médias traditionnels n'avaient pas parce qu'à ce moment-là, il fallait, je dirais, libérer les moyens, comme on dit, ou mettre en branle des équipes assez importantes, assez lourdes pour aller collecter l'information. Voilà, en fait, nous, aujourd'hui, ces outils se sont plus ou moins installés et nous continuons toujours à explorer parce que nos moyens, on n'a pas eu plus de moyens depuis qu'à aujourd'hui, mais nous continuons à explorer, en fait, les milieux de l'actualité avec ces moyens-là et d'aller chercher cette ouverture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des plateaux sur Zana TV qui sont complètement panafricains, alors qu'au départ, nous étions dans un angle congolo, diaspora congolaise, et aujourd'hui, ce sont des plateaux complètement ouverts parce que là aussi, notre expérience a permis à d'autres de pouvoir bénéficier de ce que nous savions déjà pour leur permettre de continuer à opérer et à être efficaces. Voilà un peu, Sadio, ce que je peux dire par rapport oui, à ces... mais est-ce que ce métier, avec les nouveaux outils du numérique que vous utilisez, qui vous arrangent, qui font que vous n'avez pas besoin d'énormément d'argent, est-ce que ça arrive à vous nourrir, à nourrir vos équipes ici et vos intervenants, vos différents correspondants ici et là-bas? Non. Il faut dire d'emblée non. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je pense que lui pourra dire la même chose. Très compliqué de pouvoir se nourrir, assurer toutes les charges nécessaires par rapport à ce que nous produisons. Ce que nous produisons a une très forte valeur ajoutée. Ça, on n'en disconvient pas. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, quand vous allez, le modèle économique est aussi compliqué à mettre en place parce que nous n'avons pas. C'est d'abord des outils dont on n'a pas la maîtrise, nous, déjà. On n'a pas la maîtrise de ces outils-là de fond en comble. Ce sont aujourd'hui des canaux qui nous permettent de passer cette information, sauf que le modèle économique reste très aléatoire en fonction déjà de votre ligne éditoriale, en fonction des contenus que vous mettez en ligne. Si vous partez dans l'information pure, telle que nous le faisons ici, c'est très compliqué d'avoir une rentabilité attendue. Si vous partez dans l'entertainment, dans le show, avec des contenus produits soutenus par des partenaires, à ce moment-là, c'est possible. Or, nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous produisons l'information telle que ça se passe par rapport aux actualités des pays d'origine. Et très souvent, si par rapport à ce type d'actualité, vous allez chercher des annonceurs, vous allez chercher des partenariats, certains vont hésiter, notamment dans les pays d'origine ou même dans nos milieux afro, parce qu'ils veulent préserver les acquaintances, ils veulent préserver les liens qu'ils ont avec certains États, avec certaines personnalités, ce qui fait en sorte qu'ils vous privent de ces ressources, d'autant plus que pour eux, passer chez vous, ça peut casser un business là-bas, passer chez vous, ça peut poser un problème de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, vous continuez à ramer, c'est un peu ce que nous faisons nous, avec des équipes d'hommes et des femmes qui s'investissent, mais c'est un peu compliqué, en fait, de pouvoir se nourrir aujourd'hui de ces outils par rapport, je dirais, à l'environnement et surtout au public que nous ciblons. Parce qu'un annonceur, il va vous dire, oui, vous touchez des Africains, lui, qu'est-ce qu'il a comme intérêt en Afrique? Et souvent, en fonction des stats que vous lui donnez, quel pays? Et à ce moment-là, il a le choix de vous suivre ou non, et parfois, souvent, de ne pas vous suivre parce que ça n'arrange pas souvent ses affaires. Makaila, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, que voilà, les outils du numérique ont fait qu'on peut plus facilement trouver
une nouvelle en première sur le blog de Makaila que sur un média classique, c'est-à-dire que la notion d'exclusivité, de scoop a changé de forme. Tout à fait, c'est une question, tu as raison. En fait, la notion de scoop, d'exclusivité a changé effectivement de forme. Moi, j'ai souvent de mettre en ligne en exclusivité, effectivement, que ce soit sur mon blog ou bien sur ma page Facebook, des informations, des premiers mails qui m'ont été filées. Par exemple, je vous donne récemment, quand un député tchadien qui a en même temps, effectivement, député au Parlement africain a été testé positif au Tchad, moi, j'étais le premier à avoir annoncé déjà sur mon blog, sur ma page Facebook. Et puis après, l'Assemblée nationale s'est précipitée effectivement à rendre officielle cette information. Je peux aussi prendre le cas d'actualité liée effectivement à l'intervention des troupes tchadiennes au lac Tchad dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, en tout cas, l'exclusivité a changé de camp et c'est grâce effectivement à nos sources d'information localement. Ces gens n'hésitent plus à nous informer parce que récemment, même hier, j'ai reçu une information sur des opposants qui sont venus au secret dans une maison discrètement à l'insu de l'opinion publique italienne et qui sont maltraités. Et je suis en train de travailler sur ce dossier pour pouvoir les mettre en ligne et pousser effectivement les organisations internationales à se pencher sur les questions de violation des droits de l'homme, sur les cas des détenus au Tchad. Comme disait tout à l'heure Luc Maillot, c'est qu'on existe sans les médias classiques. Aujourd'hui, on a entraîné effectivement les médias classiques à nous suivre. Comme il a dit, sur Twitter, on est suivi pratiquement par 10 000 personnes. Ce n'est pas n'importe qui. Et même souvent même les médias classiques n'ont pas cela. Moi, je m'en souviens très bien quand j'étais au Sénégal, il y avait une journaliste de RFI qui était là-bas, correspondante, et qui me disait, moi, personnellement, Makaila, si tu reçois des communiqués, tu me l'envoies aussi une copie parce que nous, on ne reçoit pratiquement pas les communiqués des organisations de la société civile sénégalaise. En tout cas, on est arrivé au point que la presse publique, la presse classique, la presse traditionnelle suit effectivement ce qu'on appelle maintenant les leaders moléculaires. C'est que nous sommes devenus des leaders moléculaires. On est tout petit, mais on mobilise effectivement des masses derrière nous, au point qu'on est arrivé à un niveau tel que la presse internationale est obligée effectivement de venir s'informer sur nos plateformes pour pouvoir quand même relayer certaines informations qu'ils appellent ça officielles. En tout cas, aujourd'hui, le complexe limite est tombé. Et comme disait tout à l'heure l'ancien Camara, il appelle effectivement aux dirigeants africains d'avoir leurs propres médias et au lieu de tourner vers les médias effectivement, qui sont basés à Paris et à Bruxelles pour leur donner l'exclusivité. Il faut décomplexer les rapports de force pour qu'en sorte, et je remercie effectivement Luc Maillot qui était parmi les pionniers d'avoir quand même dirigé une télévision à Paris et qui a pu quand même permettre à l'Afrique de s'informer. Nous, en apprenant, moi, j'étais à Bruxelles, Sadio, j'étais à Bruxelles, au Parlement européen en 2013. On m'a permis de prendre la parole publiquement devant pratiquement des centaines de députés européens et j'avais proposé 2 axes. La première proposition, j'ai demandé au Parlement européen, au lieu de soutenir nos États au regard de la situation actuelle, il fallait soutenir les médias en ligne, il faut soutenir la presse indépendante et soutenir également la société civile afin que cette aide publique au développement qui est orientée, qui est accordée aux États africains puisse bénéficier à ces médias, à ces gens qui se battent pour informer, aussi à ces gens qui se battent pour sensibiliser l'opinion publique nationale. Mais or, l'Union européenne, elle est obnubilée par la question sécuritaire au point qu'elle n'apporte pas le soutien nécessaire à nos médias, que ce soit des médias africains qui sont sur place ou bien les médias qui sont en exil. En tout cas, la problématique reste quand même entière. Oui, bon, nous avons un téléspectateur qui veut réagir. Serge Bishop, vous avez la parole. Voilà, alors, je vais juste relayer, si vous permettez, Sadio Kanté, les questions qui sont là. Donc, la première question, je pense peut-être que d'autres répondront. Question, accepter la subtilité avec laquelle opèrent les médias comme RFI, France 24, BBC, etc., qui sont des chaînes au service des intérêts occidentaux, France, UK, USA. Ce qui les différencie de CNR TV, donc Télé Congo, qui par la censure protège et vante le pouvoir de Brazzaville? Oui, question pertinente. Hein. Moi, je peux répondre, Sadio. Oui, vas-y. Effectivement, cette problématique elle reste quand même d'actualité par rapport à France 24, BBC, qui sont des chaînes publiques, qui sont des chaînes publiques et qui sont là pour orienter la communication des États, que ce soit la France. Et ça nous inquiète énormément, nous qui travaillons sur le terrain, nous qui avons des moyens, comme tu disais tout à l'heure, les médias des pauvres. Nous avons ces défis-là parce que quand les gens préfèrent plutôt, quand l'information est diffusée sur France 24 ou bien par BBC, on donne un certain crédit.
Or, quand c'est un citoyen localement, un Congolais, un Tchadien, un Camerounais qui donne l'information sur l'état de santé des Paul Biya, l'état de santé d'Idriss Déby, etc., et qui sont des informations vérifiées, fondées, et ça n'insulte pas. Donc, en tout cas, on est dans une espèce d'aliénation des médias publics étrangers, à la différence des médias publics africains qui abattent aussi un travail formidable en termes d'information. En tout cas, cette question reste d'actualité. Il est temps que les Africains eux-mêmes réfléchissent au modèle des médias qu'ils souhaitent vraiment être comme plateforme d'information. Sinon, on va être toujours dominé en termes d'information et que ça pose problème. Parce que, moi, je me rappelle, je comprends un peu la colère même d'Alpha Condé récemment. Il s'est acharné contre un média, je pense que c'était sur un média occidental. Il s'est emporté parce qu'il a estimé que ça suffisait cette situation de dépendance en termes d'information. Bon, là, ça va compter, lui, Alpha Condé. Je ne soutiens pas non plus, mais je comprends sa colère, je dirais. Bon, alors, voilà. La deuxième question, il y aura peut-être une troisième pour Louis Kemayo, mais la deuxième, c'est pour le cas précis de Rossi Lotuna. Donc, c'est ce journaliste congolais qui a posé une question sur la Covid, qui a été viré du JT. Sa sanction est-elle une surprise quand on sait que Télé Congo est une chaîne de censure? Bon, je pense que ce n'est pas une surprise en soi, il n'y a pas besoin. Peut-être pour lui, ou l'autre question, c'est l'arrivée des TIC dans le journalisme moderne n'est-elle pas une opportunité de promouvoir une génération nouvelle devant remplacer l'ancienne dont on peut regretter des relations suspectes avec certains régimes corrompus d'Afrique? Bon, en tout cas, je crois que sa question a été répondue en partie. Les générations cohabitent et c'est justement l'intérêt de ce plateau où on a pu voir quelqu'un de 72 ans toujours en exercice. Il a son journal qui s'appelle Devoir africain, qui paraît toujours, et un Makaïla, un Cyr et un Louis Kemayo qui ont leur médium sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux outils de communication. Ils cohabitent et que Bassina Camara venait de nous dire qu'il y avait justement pas de corruption, moins de complaisance et moins de crainte à leur époque qu'aujourd'hui. Mais justement, je veux demander à Kemayo, qu'est-ce que sont devenus, face aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils de communication, justement, les grands médias qui nous ont fait grandir, je pense à l'Agence africaine de presse, je pense à Africa numéro 1, à Jeune Afrique. Que pèse-t-il aujourd'hui, que valent-ils aujourd'hui par rapport aux informations que nous avons aujourd'hui via les réseaux sociaux et via les nouveaux outils de communication, les nouveaux médias de l'Internet? Il y a une chose dont je vais parler, mais Lancina en parlera beaucoup mieux que moi. Dans les années 70, à l'UNESCO, on avait parlé du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication qui devait être promu pour permettre aux pays qui n'avaient pas les grands médias d'information d'avoir un traitement équitable dans ces médias-là. C'est un combat qui a été mené pendant de longues années, mais je crois que, encore une fois, c'est Lanciné qui en parlera mieux que moi, mais ce combat-là, il n'est pas terminé. Et je pense qu'il ne faut pas avoir l'impression que le support fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la capacité d'adaptation de chacun des médias. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que l'imprimerie et la presse écrite allaient être détruites par la télévision, par la radio d'abord, puis on a craint que la radio tue la télévision, et aujourd'hui on pense que les médias en ligne vont enterrer la presse traditionnelle de façon globale. La société évolue, les moyens de consommation évoluent, et il faut les adapter à ces publics qui ont des habitudes de consommation de plus en plus différentes des générations qui les ont précédées. Et au niveau des journalistes aussi, il faut adapter la manière dont on transmet l'information pour être certain d'atteindre sa cible. Donc, je ne pense pas qu'il y ait nécessité ici d'opposer les générations, d'opposer les supports. Il y a nécessité pour les uns et pour les autres d'arriver à s'adapter au public et de trouver les bons canaux et les bons moyens de communication pour entrer en communion avec ce public-là. Mais je ne crois pas que le journalisme d'aujourd'hui ou celui d'hier a à rougir de la comparaison qui pourrait être posée. Il y avait un public pour ce journalisme-là. Il y a aujourd'hui un public différent. Si on arrive à rendre ce public-là fidèle au nouveau mode de consommation, ce sera tant mieux. Pour répondre concrètement à votre question parlant des grands médias,
il continue d'exercer, il continue aujourd'hui d'être suivi sur les supports traditionnels qui ont été les leurs. Mais Et aussi, ils ont squatté les réseaux sociaux, surtout Facebook, qui est la planète la plus habitée aujourd'hui. Ils vont chercher du monde là-bas. Oui, je veux dire, ils sont restés très solides sur ce qui avait été leur moyen de diffusion traditionnel, mais ils vont également à la poursuite d'un nouveau public, de ce public qui est sur Internet et sur les réseaux sociaux, et ils s'adaptent simplement. Ils ne cassent pas un modèle social pour un autre, ils ne cassent pas un modèle éditorial pour un autre. Ils s'adaptent, ils diversifient et ils s'adaptent simplement à la manière dont les gens consomment l'information aujourd'hui. Bon, nous nous acheminons vers la fin de ce premier panel, mais nous ne l'aurions pas pu sans avoir avec nous l'un de nos défenseurs, le directeur de Reporters sans frontières, le directeur Afrique de Reporters sans frontières, qui est avec nous sur ce plateau. Et avant de lui donner la parole, nous allons dire à Lassine Camara justement de nous dire comment il a vécu, lui qui est resté sur son support traditionnel, hein, le média papier, sans faire la conversion au numérique, comment il cohabite aujourd'hui avec les nouveaux outils. Alors, je salue d'abord la nouvelle génération, mais je vais vous dire deux choses. Il nous faut d'abord des leaders politiques représentatifs qui ne se laissent pas manipuler. C'était le cas de Kadhafi. Quand nous avons créé l'Union internationale des journalistes africains, c'est Kadhafi en partie qui nous a financés. Et on lui a dit à Kadhafi, nous n'allons pas devenir vos griots pour autant. Nous n'allons pas dire que tout ce que vous faites en Libye est bien. Et il a dit, moi je vous donne l'équivalent de 800 000 euros à l'époque. C'était 800 000 euros que Kadhafi nous a donné. Vous créez le devoir africain, vous en faites ce que vous voulez. Ce que je demande, que l'information soit de la très bonne information, que ce soit pour décoloniser l'information en Afrique. Parce que Kadhafi, on a vu que Kadhafi aussi, c'était le spécialiste de mise en prison des journalistes, oui, avocats. On lui a dit, on a dit à Kadhafi que le guide de la révolution, étant donné qu'il nous a donné l'équivalent de 800 000 euros à l'époque, n'a pas le droit non plus de mettre les journalistes libyens en prison. Et on lui disait toutes les vérités. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il nous a donné sans condition. La preuve, nous sommes restés indépendants jusqu'à la mort de Kadhafi. Ça, c'est la première des choses. Soyons tout simplement conscients qu'il faut que l'Afrique, avec ses possibilités, que ce soit économiques, culturelles, il faut que l'Afrique soit ce que j'appelle une Afrique réellement africaine. Ce n'est pas le cas. On nous manipule. Les Sassou Nguesso vivent de cette manipulation. Je le dis parce que c'est la vérité. Est-ce que vous trouvez normal que Sassou Nguesso, depuis des lustres, il est au pouvoir, le pays n'avance pas, et les Congolais, évidemment, ne peuvent pas l'enlever, parce qu'ils pourraient les tuer tous. Il faut que les journalistes de mon talent et de votre talent, surtout que vous êtes encore plus jeunes, il faut dire que c'est trop. Les Paul Biya doivent partir, les Sassou Nguesso doivent partir. Nous ne voulons plus de mandat indéfini, c'est-à-dire de mandat indéfiniment. Il faut qu'on arrête tout ça. Le rôle des journalistes, c'est pourquoi je dis que nous étions des chirurgiens de l'information et on n'a pas peur. Quand les Bob Denard nous menaçaient, on disait que vous ne nous aurez pas. Parce qu'au fond, ce sont les Bob Denard avec, à l'époque, des journaux comme France ce soir et autres, qui mettaient la main sur nos dirigeants politiques. Et il faut donc les journalistes responsables, des écrivains responsables. C'est ce qui manque aux Africains. Moi, je lance cet appel ici, mettons-nous ensemble, devenons un bloc incorruptible, mais en même temps innovant. Il ne s'agit pas d'être journaliste pour dormir, il s'agit d'être journaliste pour avancer. Il n'est pas encore tard, il faut que nous soyons sérieux, que nous soyons des hommes face à d'autres hommes. Regardez ce qui se passe avec les Africains en Chine. Tout ça, c'est honteux. Les Chinois viennent, ils prennent nos terres, ils prennent nos forêts, ils font n'importe quoi. Voilà, ça fera l'objet d'un autre débat. Que nous devons être debout. D'accord, c'est compris. Il n'est pas tard pour bien faire. C'est par rapport au temps qui nous est imparti. Le fait encore qu'aller de l'avant dans le combat. D'accord. Alors, nous allons faire entrer, recevoir à présent Arnaud Froger, qui est le directeur Afrique de Reporters sans frontières. Bonjour Arnaud. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à la fin de ce premier panel. Voilà. Alors, vous rentrez dans cette journée avec l'annonce hier de la suspension d'un journaliste du Congo-Brazzaville parce qu'il a posé tout simplement une question.
quel espoir avez-vous par rapport au thème de cette année qui est complaisance, sans complaisance, sans crainte pour les journalistes que vous défendez? Alors, déjà, je vous signale que c'est un cas effectivement sur lequel on a été alerté et sur lequel on travaille. On est en train d'un peu recouper toutes les informations et de collecter un peu tout ce qui s'est passé pour savoir exactement quelles questions exactement voilà, avaient été posées. De toute évidence, il s'agit d'un cas flagrant d'atteinte à la liberté de la presse. Pour un journaliste qui semble avoir titillé les autorités, mais en posant des questions. Non, même pas. Il a tout simplement demandé où se trouvaient les malades du Covid, dont on parle trop et pour lesquels on engrange tant d'argent. Il y a tellement de communication dessus. Les intéressés, on ne les voit pas. Il a tout simplement demandé, après le discours du président de la République, à un ministre qui était sur le plateau donc, pour analyser le discours, où se trouvent les malades du Covid. Oui, tout à fait. Les questions qu'il a posées semblent de toute façon extrêmement légitimes et c'est des questions que tout le monde se pose et auxquelles les citoyens congolais sont en droit d'attendre des réponses. Donc, c'est de toute évidence un cas flagrant d'atteinte à la liberté de la presse sur lequel nous travaillons. Je dirais que cette crise sanitaire qu'on traverse en ce moment, elle est assez révélatrice de ce genre de pratiques, malheureusement. Soit elle les accentue, soit elle les révèle pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. Ces tendances un peu répressives qu'on observe dans certains pays par rapport à la liberté de la presse, par rapport aux médias et par rapport aux journalistes. Et c'est tout à fait inquiétant parce que si vous reprenez la genèse de cette crise, vous vous rendez compte que si les médias et les journalistes chinois avaient été libres de faire leur travail dans leur pays, si Pékin n'avait pas pourchassé les lanceurs d'alerte, d'ailleurs on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ils sont, on ne sait même pas s'ils ont été arrêtés ou ce qu'ils sont devenus, si en gros la liberté de la presse existait en Chine, eh bien on peut présupposer que les bonnes décisions auraient pu être prises plus tôt parce que les bonnes informations auraient circulé beaucoup plus tôt. Donc en fait, ce que révèle cette crise, c'est que les moyens d'hypercensure et d'hypercontrôle de l'information, aujourd'hui, ils tuent. Alors que les journalistes sont des alliés, évidemment, dans ce combat pour mener efficacement la lutte contre une pandémie mondiale. Aujourd'hui, on a besoin d'informations indépendantes et un journaliste qui pose des questions, quand bien même il travaille pour un média public qui est encore fortement sous la coupe de l'État, il doit pouvoir poser ces questions sans crainte de représailles et sans crainte de se faire sanctionner. Il a fait son travail de journaliste. Il faut du courage pour poser ce type de questions quand on occupe sa position sur ce média-là. Il l'a fait en tout professionnalisme et donc il n'a absolument pas à subir de représailles et de sanctions. C'est très révélateur d'une tentative, si vous voulez, qu'on observe en ce moment, de monopolisation de l'information de la part des autorités, comme si les autorités étaient les seuls interlocuteurs légitimes pour donner des informations sur le Covid-19. Non, les journalistes ont le droit de consulter d'autres sources, ont le droit de produire de l'information de manière indépendante et c'est même vital pour pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Donc, de toute évidence, RSF va continuer à porter ce combat pour défendre une information indépendante. C'est plus que jamais indispensable dans la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Alors, il nous reste 5 minutes pour la fin de ce premier panel. Chers confrères, vous avez avec vous Arnaud Forger. Nous avons noté déjà les premiers problèmes à partir de ce panel. L'un des problèmes qu'il y a, c'est le manque de moyens des journalistes qui travaillent avec les web médias. Alors, je pense que chacun de vous, s'il y a une revendication, c'est aussi la journée de revendication. Vous êtes en face de celui qui défend le mieux nos intérêts. Alors, à chacun de vous la parole. Oui, Makaïla a déjà eu toutes les occasions pour poser des questions à Arnaud, donc puisqu'il a fait un plateau. En tout cas, je vais peut-être relayer une question par rapport aux confrères qui sont à la maison des journalistes à Paris. Arnaud, je voudrais que RSF se mobilise aussi pour le cas des journalistes en exil qui n'ont pas accès à ce qu'on appelle la carte de presse en France. Je sais très bien qu'avoir une carte de presse en France est liée à une activité professionnelle dans un média. Or, on a l'impression que ces journalistes qui sont exilés et qui ont leur carte effectivement de presse et de leur pays d'origine, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir une carte de presse en France. Est-ce que RSF ne peut pas faire un plaidoyer en ce sens? Voilà, que chacun fasse sa question. En plus, il va répondre et puis on va finir ce premier panel. On gardera Arnaud pour passer au deuxième panel. Oui, Lassine? Monsieur Arnaud, nous voulons avoir accès aux grands médias français. Si vous vous battez pour ça, nous voulons porter la contradiction à Zemmour, monsieur Arnaud. Nous voulons aller dans les grands médias
dire ce que l'Afrique, évidemment, fait pour la France et ce que fait la France pour l'Afrique, mais en même temps, nous voulons un partenariat à la fois sage, intelligent, mais pas du tout dominateur. Ce qui est le cas actuellement. Nous n'avons pas accès aux grands médias, c'est du racisme médiatique et nous le dénonçons en espérant que vous allez nous associer à vos prises de position pour que à la fois l'Afrique gagne, mais en même temps que la France gagne. Ne le faites pas comme le France Soir, les émaux, tu passes tout le temps à raconter. Ok, c'est compris, on a très peu de temps. Et tu nous rabaisses. Voilà. Lui, Kemayeux. Oui, je pense que la liberté de la presse aujourd'hui est plus que jamais menacée. Et elle n'est pas menacée uniquement par les pratiques anciennes. Il y a des méthodes de plus en plus raffinées qui sont utilisées pour davantage museler les journalistes. Ce sont souvent des pressions fiscales qui sont menées sur les entreprises de presse. Ce sont souvent les patrons de presse eux-mêmes qui, par cupidité, lâchent leurs employés ou les sanctionnent pour faire de l'autocensure dans leurs médias. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, face à ces nouvelles menaces-là, protéger les journalistes et les entreprises de presse par rapport à cette nouvelle façon de procéder quand on veut mettre la liberté de la presse sous l'éteignoir? Sir Makosso. Alors, moi, j'aimerais juste voir avec Arnaud de quelle manière on a ici, notamment pour nous qui arrivons sur des études en ligne, deux générations, notamment Lanciné et lui, qui ont travaillé à des époques complètement différentes, avec des réalités différentes ici en France. Makaïla et moi, nous arrivons sur des nouveaux outils. Comment est-ce qu'à RSF, en fait, on traite, pour ceux qui ne sont pas sortis des écoles, journalisme, formaté, comment RSF traite aujourd'hui cet apport journalistique, en fait, dans le cadre du traitement des actualités des pays d'origine, ici en France, par des hommes et des femmes qui arrivent sur des nouveaux outils, qui n'ont pas, quelque part, je dirais, la formation initiale nécessaire, mais qui apportent un réel plus ou une réelle plus-value dans le traitement de l'actualité dans les pays d'origine. Et je finirai par lui demander à Arnaud Forger comment faire en sorte que cette génération de journalistes, justement, ait accès aux conférences de presse du gouvernement français quand les Africains arrivent, par exemple. Ces journalistes ont envie de participer parce que cette information concerne aussi leur pays d'origine ou leur continent d'origine. Voilà. Est-ce qu'il est possible de faire en sorte que ces journalistes-là soient associés à ces débats, conférences de presse, voilà. Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui. C'est la revendication. Je vais essayer de faire rapide sur chacune des questions pour pas manger du temps sur le prochain panel, mais c'est des questions effectivement qui sont importantes. Revient très souvent la question de la carte de presse. C'est une question sur laquelle il faut être particulièrement vigilant. Je dirais que le problème aujourd'hui de la commission de la carte de presse, c'est que c'est extrêmement difficile de se faire reconnaître comme un journaliste lorsqu'on vient de monter un nouveau média, puisqu'il faut que ce nouveau média lui-même soit d'abord reconnu. Je prends un exemple très concret. Si vous lancez un site internet en France, si vous montez une boîte de production, par exemple, qui n'aurait que pour dessein et objectif simplement de faire du journalisme, eh bien, il faudra que cette boîte ou ce site vive pendant plusieurs années pour qu'il puisse être reconnu comme un site d'information éligible pour les gens qui y travaillent à l'obtention de la carte de presse. Donc ça pose déjà un certain nombre de difficultés. Là où je voudrais apporter un bémol, c'est que l'exercice du journalisme, il est reconnu à titre professionnel par cette carte de presse, mais on peut très bien exercer le journalisme sans la carte de presse. Le journalisme peut s'exercer à titre professionnel ou à titre citoyen. On n'a pas besoin. La carte de presse ne suffit pas à justifier l'exclusivité d'une prérogative qui serait celle du journalisme et qui serait réservée aux seuls détenteurs de la carte de presse. Je crois qu'on est autour de 36-40 000 cartes de presse en France. Il y a beaucoup plus de journalistes que cela. Vous pouvez être journaliste sans la carte de presse. Et pour répondre, je fais un saut directement à la dernière question, puisque les deux questions sont liées. Lorsqu'on vous demande une carte de presse et que vous n'en avez pas parce que votre site ou votre média n'a pas encore été reconnu par la commission de la carte, il faut demander aux organisateurs de la conférence de presse de vous faire accréditer. Normalement, l'accès doit vous être réservé pour peu que vous soyez authentifié comme journaliste, y compris quand vous n'êtes pas détenteur de la carte de presse délivrée par la commission.
Alors, il y avait une question sur l'accès aux grands médias français. Moi, je déplore que certains d'entre vous ou qu'une partie des gens n'aient pas tous accès aux grands médias français. Après, Reporters sans frontières n'a pas vocation à s'ingérer dans le choix que peuvent faire tel ou tel média, que ce soit les médias français ou africains. D'ailleurs, ils sont bien sûr libres d'inviter qui ils veulent. Donc, ce serait assez antinomique et contradictoire avec le mandat que nous défendons que de suggérer à certains médias de changer leur politique d'identité. Donc, à la fois d'un point de vue personnel, je regrette que certaines voix ne puissent pas s'exprimer, et en même temps, par rapport au mandat que je défends, je n'ai pas vocation évidemment à m'ingérer dans l'éditorial des différents médias. Oui, mais on peut convenir par proposition. Mais on peut regretter que effectivement certaines voix ne soient pas entendues. Après, il y a quand même dans ce pays des médias qui traitent de l'actualité africaine, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il y a quand même des voix qui peuvent s'exprimer, y compris des voix de l'opposition dans les médias. Moi, j'ai pas le sentiment, en écoutant les médias français qui traitent de l'Afrique, que les voix dissidentes ne peuvent pas s'y exprimer. J'ai quand même le sentiment qu'il y a… alors on peut regretter qu'elles ne s'y expriment pas suffisamment ou pas de manière assez importante. On peut aussi regretter certains choix éditoriaux qui peuvent être faits ici ou là, mais il y a quand même un espace d'expression qui existe. Que ce soit sur Internet d'ailleurs, ou sur les émissions que vous connaissez tous sur les médias internationaux. Je voudrais revenir aussi sur les pressions fiscales et les nouvelles méthodes qui étaient évoquées pour essayer de s'attaquer aux journalistes. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de le souligner, parce que ce sont des méthodes effectivement qui sont sournoises, qui sont fréquentes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'au Cameroun, eh bien, il y aura une journée sans presse, et les 9 points des 10 revendications des patrons de presse qui ont signé ce communiqué commun portent sur le manque de soutien de l'État camerounais, sur des arriérés, sur des pressions qui sont mises également sur les annonceurs pour ne pas figurer dans certains médias qui sont les plus critiques du régime. Donc ça, ce sont effectivement des pressions importantes qui sont sournoises et contre lesquelles il faut lutter. Et encore une fois, au Cameroun, on sent que c'est même devenu une question prépondérante pour la survie de certains médias. Et puis un dernier mot peut-être sur l'avant-dernière question qui m'avait été posée sur les nouveaux outils. Évidemment, tout ce qui va être nouvelle initiative qui vise à promouvoir une information crédible, une information de qualité, ce sont des choses que l'on soutient. Nous, on travaille sur l'environnement, je dirais, macro de la liberté de la presse, le cadre légal, les politiques publiques qui sont menées. Est-ce qu'il y a un paysage médiatique pluriel? Quelles sont les exactions qui sont menées contre les journalistes et les médias de tous les pays, des 180 pays que l'on couvre? Mais on n'a pas vocation à se substituer aux écoles de formation et à faire ce qu'on appelle en anglais du media development, donc du soutien. Mais Deutsche Welle a bien une académie de journalisme, alors que… Ouais, mais la Deutsche Welle est un média, Reporters sans frontières est une ONG qui défend la liberté de la presse. On n'est pas une ONG qui fait du soutien aux médias. D'autres ONG font ça et existent, mais parce que nous avons aussi des moyens qui sont les nôtres et qui sont limités, ça nous demande déjà beaucoup de travail, de faire tout le travail d'information et de plaidoyer. Orienter au moins, orienter. Et comment? Orienter les journalistes vers faire des mises en contact pour que ça puisse… Ça, on peut le faire. Après, il faut aussi être lucide sur cet écosystème-là, et je ne voudrais pas ici vendre de fausses promesses. Les ONG qui font du soutien média et du media development le font sur des petits projets, sur des micro-projets dans quelques pays, donc ça concerne une poignée de médias. Aujourd'hui, évidemment, la solidarité internationale et les organisations non gouvernementales n'ont pas les moyens de devenir les bailleurs des médias de demain.
quand bien même elles le font parfois sur certains projets à la marge. Quand je dis à la marge, RSF le fait aussi. On le fait particulièrement avec une radio érythréenne en exil à Paris qui s'appelle Radio RNA, parce que dans ce pays, il n'existe tout simplement aucun média. Il n'y a pas de liberté d'information du tout. Il n'y a plus de journalistes et plus de médias en Érythrée. Donc là, c'est une exception, c'est un trou noir de l'information. Et donc, parce que c'est une exception, nous faisons du soutien direct à cette radio qui est tenue par des journalistes érythréens à Paris. Mais évidemment, avec les moyens qui sont les nôtres et le budget qui est le nôtre, on n'a pas vocation et pas la possibilité de financer tous les médias. Donc, on oriente aussi certains projets vers des organisations de media development, mais elles aussi ont des moyens limités. Je terminerai Voilà, juste... Arnaud, le temps qui nous est imparti a largement dépassé. Je crois que vous aurez le temps de développer dans le deuxième panel. En attendant, je remercie Lassina Camara d'avoir pris part. Je remercie Louis Magloire Kemayou. Je remercie également Makaila Gameplay et Sir Makoso d'avoir pris part. Nous garderons Arnaud Forget, directeur Afrique de Reporters sans frontières. En attendant, je crois que Sir a prévu que nous allons passer un moment avec Alpha Blondy avant de retrouver le deuxième panel. Merci. Prégnons la chose, on va déjà faire entrer ceux qui rentrent. Et Sadio, on a un petit souci technique, donc on peut continuer directement. Ah, mon ami Zongo n'est pas au rendez-vous alors. Journaliste en danger, on avait prévu de mettre Alpha Blondy qui parlait de journaliste en danger, qui a été chanté pour Norbert Zongo. Et c'est, comment dire, heureusement ou malheureusement, une chanson qui reste d'actualité, puisque il y en a qui meurent toujours ou il y en a qui sont blâmés, brimés par rapport à leur façon de travailler, par rapport à leur opinion, par rapport à leur engagement pour la cause. Voilà. Et donc, nous avons un nouveau panel en principe. Alors, donc, actuellement, nous allons donc recevoir Soli Kara, qui est journaliste de la presse écrite. Et lui, sa crainte, c'est de voir disparaître le papier. Il tient au profond du papier, du journaliste, il tient à ce que la presse écrite, le papier, la presse papier ne disparaissent pas. Nous avons également Assanatou Baldé, qui est promotrice, qui vient de créer Africa Press Multimédia, une agence de presse multimédia. Elle était précédemment à Africom. Il y a également Alexis Passy, un confrère à nous qui aujourd'hui est à Paris, mais il ne travaille pas. Et enfin, voilà, nous avons Arnaud qui est avec nous. J'en oublie pas, je pense. Je crois que j'ai cité tout le monde. Voilà, nous allons donc commencer par Soli Kara, qui va nous dire sa crainte, sa crainte. Nous avons également Eric Topoma, qui est journaliste, auteur et qui est victime d'oppression d'État. Voilà. Donc, nous allons commencer par Soli Camara, qui va nous dire pourquoi il a peur de voir disparaître le papier, la presse écrite. Son micro est fermé apparemment. Hein? Allô? Non, ce n'est pas fermé. Si, moi, je vous entends très bien. Voilà, on vous écoute alors, Soli Kara. Oui, vous êtes promoteur d'un journal qui s'appelle Afrique Nouvelle. Oui, oui, moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous laisse répondre à la question. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis sur un créneau particulier, donc, qui est la presse écrite, et donc, qui s'appelle Afrique Nouvelle Mag, et qui ressemble un tout petit peu à Jeune Afrique, même si on n'a pas les mêmes poids.
Et donc, la presse écrite, on dit souvent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, c'est pourquoi je suis particulièrement attaché à cette forme de presse. Mais aujourd'hui, comme vous dites, donc, nous avons aussi subi ce changement brutal qui est donc l'émergence du net. Et cela a fait que cette presse écrite a d'énormes difficultés. Donc, il y en a qui se sont adaptés, comme, parce que j'ai attentivement écouté le premier panel et ce qu'avait dit Komayu, que donc, les grands médias se sont adaptés, bien sûr, parce qu'ils ont des moyens financiers colossaux à leur disposition. Mais nous qui avons repris même Afrique Nouvelle Mag, Afrique Nouvelle plutôt, avait existé il y a une quarantaine d'années d'abord au Sénégal et puis après en France ici, et nous avons repris nous cette licence. Mais aujourd'hui, donc c'est vrai que nous rencontrions des difficultés pour les lecteurs, c'est-à-dire les gens préfèrent les journaux gratuits, donc qu'ils peuvent lire rapidement sans Mais vous arrivez à faire la transition, non? Vous arrivez à vous maintenir en ligne et également à faire du gratuit grâce au tiers payant, c'est-à-dire à vos annonceurs qui payent pour que vous mainteniez votre première formule. Oui, effectivement, justement. Donc, nous avons une partie payante, c'est-à-dire les abonnés, les gens qui sont abonnés chez nous, et puis aussi une partie que nous mettons à la disposition des lecteurs, surtout pour nos annonceurs, hein, et qu'on met dans les ambassades, les consulats. Et donc, cette partie-là, c'est la partie gratuite. Donc, du coup, ça nous fait à la fois ça nous fait un manque à gagner, surtout si on n'a pas beaucoup d'annonceurs, et puis aussi des annonceurs qui prennent des pages chères du magazine. Donc, ça nous fait un manque à gagner. Donc, c'est ça les difficultés. Et vos ventes en ligne, vous les réussissez? Et non, très peu de ventes en ligne. On fait très peu de ventes en ligne. Nous avons des abonnés, des gens qui s'abonnent. Oui, mais c'est comme Mediapart. Mediapart, c'est la même chose. Un média complètement dématérialisé, mais qui vend bien en ligne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Mediapart a des abonnés et ils ont un code d'accès pour regarder, pour lire et avoir accès à leur site. Il faut un code, donc il faut être abonné et avec un code d'accès. Et puis en même temps aussi les annonceurs qui payent pour faire des annonces. Donc ça c'est à part, c'est particulier. Nous, on n'a pas de code. Dès qu'on publie, tout le monde peut le lire, tout le monde peut suivre, pour regarder et gratuitement. Donc, c'est ça. Donc, ce sont certaines bonnes volontés qui vont acheter pour l'année. Exactement, voilà, qui s'abonnent pour toute une année. Et puis aussi d'autres qui achètent individuellement, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que nous procédons, mais c'est une vraie inquiétude, surtout nous qui n'avons pas les reins solides, comme on dit. Les magazines comme Jeune Afrique, eux, ils ont des reins solides parce que ce sont des journaux qui existent depuis très longtemps et qui ont une manne financière conséquente. Mais nous, on n'a pas cette manne financière. Donc, c'est ça ma crainte, en effet. Alors, en face, à côté de vous, vous avez Assanatou Baldé qui pense, mordicus, que l'avenir de la presse, l'avenir des médias, c'est dans le numérique. C'est dans les outils c'est dans la dématérialisation. Assanatou. Oui, bonsoir à tous. Merci en tout cas de m'avoir invité. Je suis très heureuse de participer à ce panel. Oui, je pense que le digital dans les médias est aujourd'hui indispensable parce que, comme vous le savez, moi-même, j'ai créé, c'est vraiment tout récent, une agence de presse. Donc, c'est l'agence de presse 21, AP21. Pourquoi le 21? Parce qu'on s'intéresse surtout aux questions africaines du 21e siècle. Et nous, on mise beaucoup sur le digital. Donc, on va dire notre moyen de subsistance, c'est qu'on a pu nouer des partenariats de longue durée. On ne fait pas de dépêche. Nous, en fait, on crée des articles prêts à être diffusés. Donc, tout est, si vous voulez, clé en main. On livre aux médias tout. Donc, il n'a juste à diffuser l'article directement sur son média sans avoir à rien faire, comme retravailler une dépêche. Ou, voilà, comme ça se passe dans les
les agences de presse classiques. Mais je pense qu'à un moment donné, comme vous le savez, tous les médias, même papier, Le Monde et autres, se sont tous mis au digital parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix. Et d'ailleurs, on a vu que les médias qui ont tardé à le faire ont commencé petit à petit à disparaître ou à avoir de grandes difficultés. Même quand vous voyez un média comme le magazine Amina, que vous connaissez tous, qui a au moins 50 ans, Amina a été racheté tout récemment. D'ailleurs, c'est un miracle, je pense, que le magazine ait tenu comme ça pendant 50 ans, puisqu'on sait que beaucoup de journaux ont été rachetés depuis très, très longtemps. Mais même eux, finalement, ils se sont rendus compte que peut-être il aurait fallu se mettre au digital un peu plus tôt, puisqu'ils se sont surtout concentrés sur le magazine papier. Or, aujourd'hui, le papier a de grandes difficultés. Comme vous le savez, la presse écrite papier se vend beaucoup moins, mais beaucoup de journaux ont pu finalement se renouveler grâce au digital. Et donc, moi, c'est ça qui fait que je pense en tout cas que c'est l'avenir. Même si je pense que ça ne va pas forcément faire disparaître la presse papier, mais il faut que la presse papier prenne le digital comme une complémentarité pour pouvoir assurer sa survie, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Oui, mais il y a déjà quelques années, les signaux ont été donnés pour rendre efficace la digitalisation des médias. Vous avez une idée des premières périodes? C'est-à-dire, je n'ai pas entendu le début de la… C'est-à-dire, il y a des signaux qui ont été donnés, par exemple, par Barack Obama, qui déjà lors d'un discours disait, voilà. Oui, tout à fait. En fait, le problème aussi qu'on a, je pense, en général, c'est que c'est vraiment la précarité des journalistes, mais ça, c'est dans le monde entier. On le voit partout aujourd'hui. Je pense que M. Projet pourra peut-être nous en aussi parler un peu plus tard. Même Barack Obama disait qu'il était étonné de voir à quel point le métier de journaliste est devenu précaire. Et partout dans le monde, c'est-à-dire un journaliste aujourd'hui a beaucoup de mal à vivre. Et vous le savez, il y a même eu des problèmes même à RFI, où il y a une période où des journalistes avaient saisi les syndicats de la presse parce qu'ils estimaient que même RFI ne cotisait pas forcément de la manière qu'il fallait voilà, au niveau des charges et qui leur permettait d'avoir des droits, par exemple, sociaux. Moi, je prends même le cas d'une journaliste de RFI, malheureusement, qui était correspondante à l'étranger. Elle a voulu rentrer en France parce qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas de droits. Elle n'avait pas les droits sociaux parce qu'on lui a fait comprendre qu'en fait, RFI ne cotisait pas en tant qu'entreprise pour vous permettre d'avoir les droits que vous pouviez avoir pour accoucher avec tous les droits qu'il fallait. Et je crois qu'elle avait même perdu son bébé, donc ça a causé un grand scandale. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est tous les médias qui sont concernés, que ce soit les médias indépendants plus petits ou même les plus gros. Et il y en a aussi qui ont failli, qui ont été sauvés de justesse multiples fois, alors que par manque de soutien, ils auraient pu disparaître. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est la preuve que de toute façon, c'est un métier qu'on doit totalement repenser. Et moi, je plaide beaucoup pour qu'on revoie vraiment c'est-à-dire les salaires des journalistes. Vous avez appris même le journaliste qui s'était donné la mort, malheureusement, qui était correspondant, si je ne me trompe pas, de Libération, qui était en Thaïlande. Mais parce que, voilà, il vivait dans une telle précarité, son métier, il avait l'impression qu'il n'était plus reconnu. Et que finalement, c'est quand juste on avait besoin de lui qu'on lui commandait 1 ou 2 papiers, mais en dehors de ça, il n'arrivait plus à vivre de son métier et finalement, il s'est donné la mort. Donc, tout cela prouve qu'il y a un problème dans ce métier-là sur le plan de la précarité et que c'est de plus en plus difficile d'en vivre. Nous avons un autre cas, c'est le cas de notre confrère Alexis Passy, journaliste qui a travaillé sur différents médias, que ce soit dans les radios. Il a été cofondateur de médias papier sur la culture, afroculture. Et aujourd'hui, Alexis, vous ne travaillez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien le bonjour Sadio et bonjour aux autres panélistes qui sont sur le plateau. Bon, ne pas travailler ne suppose pas ne pas être, ne pas avoir, ne pas nourrir un projet. Donc il y a quand même matière à réflexion quand on est, on va dire, au carrefour de ces transmutations communicationnelles. Je fais allusion à la presse papier, hein, à laquelle j'ai dû, bon gré, mal gré, participer humblement à travers l'expérience que j'ai, la radio aussi, naturellement. Et puis aujourd'hui, la collaboration que j'ai, on va dire en freelance, comme ça, quand l'occasion se présente,
avec justement Diana TV qui est l'un des pionniers sur la plateforme web, sur la plateforme informationnelle, je veux dire. Je pense que pour répondre précisément à ta question, ma chère consoeur Sadio, je crois qu'il faut réhabiliter la presse écrite, mais en changeant peut-être des stratégies. La presse écrite, mais en changeant de format. Donc, pour faire court, je suis sur un projet, mais qui sera focalisé essentiellement sur le social, le culturel, mais qui mettrait en exergue l'économique à travers des échanges. Les échanges, j'entends par là le marché de la diaspora africaine qui est très conséquente, si le besoin est de le rappeler. Je parle de la France, mais ça peut aller aussi autour de l'Europe, hein, parce que le titre est déjà très bien trouvé, Afrique Eurodil. Donc là, nous serons sur du papier, mais gratuit, avec des annonceurs qui pourront nous suivre, puisque ça fera la part belle aux échanges économiques. Donc nord-sud, voilà, pour faire court. Arnaud Froger, vous avez pu voir que les incertitudes dont dit par ces trois intervenants sont réelles, hein? Les incertitudes qui vont dans le sens de ce thème, mais on voit toujours qu'il y a cette crainte-là, et je ne parle pas de complaisance pour le moment, mais il y a la crainte de vivre dans l'incertitude de son métier. Arnaud Forger, directeur de Afrique de Reporters sans frontières. Ouais, je crois que c'est une préoccupation qui est partagée par quasiment tous les journalistes du monde et notre interlocutrice dans le panel le rappelait très justement, même certains grands médias internationaux eh bien, parfois ne payent pas les cotisations sociales pour leurs journalistes freelance, pour leurs correspondants. Donc il y a une précarité qui s'est absolument généralisée, qui concerne, je dirais, un peu tout le monde. C'est une des grandes, il y a 5 grandes crises hein, en gros que le journalisme affronte aujourd'hui, dont la crise économique, et c'est évidemment l'une des principales parce que ça fait plusieurs années que le journalisme fait face à ça, et la conséquence ultime, c'est que ça rend extrêmement vulnérables les journalistes aux pressions des promoteurs de certains médias, aux pressions économiques, aux pressions politiques. Évidemment, quand on n'a pas de quoi vivre de son métier, c'est beaucoup plus difficile de résister à des articles qui peuvent être achetés par telle ou telle personne qui souhaiterait faire passer une opinion ou raconter n'importe quoi dans un journal. Donc cette vulnérabilité, elle nuit aussi à la qualité de la presse, et en nuisant à la qualité de la presse, eh bien, elle empêche à cette presse d'être perçue comme crédible et donc de bien se vendre. Donc c'est un cercle extrêmement vicieux. Je crois que c'est une problématique qui touche à absolument tous les pans d'une politique publique pro-média et pro-liberté de la presse. Il faut à la fois qu'il y ait un soutien aux acteurs publics, évidemment, ça c'est déjà le cas puisque ce sont des médias qui sont financés par les autorités, mais aussi aux acteurs privés de la presse. On voit que dans beaucoup de pays, ces soutiens-là sont extrêmement sélectifs. Plus vous vous éloignez de la ligne qui est défendue par les autorités ou par les régimes, moins vous bénéficiez de soutien financier et de publicité des grandes entreprises d'État. Il y a quand même, si on prend l'exemple de l'Afrique, des pays où il y a une très grande concentration du pouvoir économique dans les mains de l'État, y compris dans le secteur privé. Donc ça affaiblit aussi l'indépendance de la presse et la presse critique, puisque vous ne recevez plus d'annonceurs. Ça demande aussi à ce que des formations soient développées. Si on veut des journalistes de qualité, on ne peut pas à la fois reprocher en tant qu'autorité le fait d'avoir des journalistes qui sont peu professionnels et qui racontent n'importe quoi, et de n'avoir absolument rien mis en place pour pouvoir avoir des formations dignes de ce nom, y compris dans les pays. C'est pas normal. Il n'est pas normal aujourd'hui que des journalistes aient besoin de prendre des vols pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord pour aller se former au journalisme, parce que les formations dans leur pays sont soit inexistantes, soit trop peu nombreuses, soit de ne pas assez bonnes de qualité. Donc il y a une politique de formation aussi à développer. Puis un autre pan de la politique publique, c'est tout ce qui va être éducation à l'information, mais aux médias. Aujourd'hui, c'est fondamental. On a l'impression, et je crois que la crise du Covid-19 en est aussi une des illustrations, que les gens
gens et les citoyens sont complètement perdus dans l'espace de l'information, notamment sur le numérique et le digital, parce qu'ils y trouvent des commentaires de leurs amis, parce qu'ils y trouvent des théories du complot, parce qu'ils y trouvent de la propagande et parce qu'ils y trouvent aussi du contenu de qualité, mais qui est noyé, je dirais, dans cette jungle informationnelle. Donc, il est extrêmement important, dès le plus jeune âge, d'éduquer les enfants eh bien, à la consommation d'informations de qualité, à distinguer le vrai du faux d'un point de vue factuel, et qu'il y ait une éducation au journalisme de manière à ce qu'il puisse y avoir une consommation d'informations de qualité produites par des professionnels. C'est indispensable pour que les sociétés se développent de manière harmonieuse. On ne peut pas faire de choix bien orientés si on est mal informé. Je vais rappeler aux panélistes que nous tenons cette émission au moment où, à la veille de cette journée du 3 mai, un journaliste a été suspendu de son travail au Congo-Brazzaville pour avoir tout simplement posé une question. Alors, avant de donner la parole à Eric Topona, il y a des questions qui arrivent en ligne. Hein. Je crois que le régisseur, patron de Ziana, va nous faire part des questions qui arrivent. Voilà, alors Sadio, deux questions, hein. Enfin plusieurs questions, mais c'est de la même personne. C'est donc Monsieur le Bishop Serge Ngwakamabe qui pose la question suivante. Les TIC ont certes révolutionné, voire démocratisé les médias aujourd'hui. Les médias étant censés traiter l'information et la diffuser, est-ce que la liberté de la presse, dans le cadre de la RDC, par exemple, qui compte pas moins de 100 web TV, ne court pas le risque d'un libertinage de la presse? Arnaud Forget. Je vais faire très rapide. C'est pas tant le problème qu'il y ait une augmentation pléthorique du nombre de médias. Il y a deux problèmes. C'est que d'une part, en RDC, le cadre légal sur lequel s'appuient les journalistes et les médias qui exercent est absolument obsolète et répressif. Il ne prend d'ailleurs pas en compte la presse en ligne, puisque la loi date de 96. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y avait pas de presse en ligne en 96 sous Mobutu en RDC. Donc, il y a déjà un problème de cadre légal. Les sanctions qui sont prises sont forcément illégitimes parce qu'elles s'appuient sur un texte qui est lui-même complètement répressif et obsolète. Et puis, il y a aussi un problème d'autorégulation. Aujourd'hui, l'une des grandes... Parce que, évidemment, notre rôle, c'est de mettre les autorités face à leurs responsabilités, mais c'est aussi de souligner que la corporation doit aussi s'organiser. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, vous n'avez pas d'organisation d'autorégulation digne de ce nom. Le meilleur moyen de ne pas, je dirais, être l'objet de sanctions arbitraires de la part de certains régimes, c'est d'avoir un organe d'autorégulation digne de ce nom qui puisse prendre des sanctions lorsque des dérives éthiques ou déontologiques sont constatées. Donc c'est aussi le rôle des journalistes de s'organiser dans leur corporation, je dirais, afin de pouvoir faire le tri dans leur propre maison et de sanctionner des dérives quand elles ont lieu en matière d'éthique et de déontologique. Et malheureusement, ça, c'est encore quelque chose qui est trop peu à l'œuvre pour différentes raisons, parce que parfois il y a des guerres de clans, parce que parfois il y a plusieurs faîtières qui se font concurrence. Donc il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer ça, mais c'est aussi le rôle des journalistes que de s'organiser de manière à ce que ces questions puissent être traitées, je dirais, de manière plus sereine qu'elles ne le sont quand elles sont parfois traitées par les autorités elles-mêmes. Voilà, une question qui va quasiment dans, à peu près, il y a eu des éléments de réponse à ce que tu avais dit, mais je la pose quand même. Toujours Bishop Ngwakamabe, les web médias sont-ils soumis à une législation? Si oui, de quel pays, vu que Internet est intangible? Oui, alors j'imagine que la question m'est adressée, je ne sais pas. Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Je vais essayer d'y répondre. Bishop pose beaucoup de questions, c'est bien. Oui, évidemment, normalement, dans chaque pays est censé se doter d'un cadre légal qui régit aussi les activités de la presse en ligne. Nous, ce que nous défendons, c'est que le droit à la liberté d'information, il n'est pas différent, il doit disposer
il doit bénéficier des mêmes garanties, des mêmes protections que sur n'importe quel support. Il n'y a pas de spécificité en termes de garantie juridique à apporter par rapport au fait que les informations sont rapportées en ligne au lieu d'être rapportées sur une radio, sur une télévision ou sur un média de presse écritée. Il faut faire extrêmement attention à ça parce que le loup derrière, c'est que des lois spécifiques sont souvent prises pour régir les activités en ligne et que des journalistes parfois se font condamner en vertu de codes du numérique qui ont été adoptés récemment, auxquels sont soumis n'importe quel citoyen rapportant des informations ou faisant des commentaires sur Internet. Or, ce que nous disons, nous, c'est qu'un journaliste, même si il écrit ou il publie en ligne, ils doivent être jugés en vertu d'une loi qui régit l'ensemble de la presse et en tant que journaliste. Il ne faudrait pas faire, sous prétexte de code régissant les activités en ligne, des journalistes, des cybercriminels, comme on a pu l'observer dans certains pays. Je rappelle ici qu'au Bénin, il y a un journaliste qui est en prison depuis 4 mois et qui a été condamné à une peine privative de liberté parce qu'il a été jugé comme un cybercriminel, alors que les faits qui lui sont reprochés sont profondément et de nature profondément et sans aucune ambiguïté journalistique. Il aurait donc dû être jugé en vertu du code de la presse. Or, le code de la presse au Bénin ne prévoit pas de peine privative de liberté. Donc, il faut faire attention à ces lois d'exception qui, je dirais, rattrapent les journalistes dans l'exercice de leur activité, alors qu'ils devraient être jugés selon la loi qui régit la presse et l'ensemble des médias dans leurs pays respectifs. Alors, nous avons sur ce plateau un homme qui n'a jusque-là pas parlé, c'est Eric Topoma, qui symbolise aujourd'hui des milliers de journalistes africains ou d'ailleurs qui ont dû fuir leur continent pour s'exiler parce qu'il n'y avait pas d'offre pour eux, pour leur opinion, pour ce qu'ils ont fait, et le symbole de l'oppression de l'État. Eric, est-ce qu'Eric est là? Allô? Alors, je crois qu'il y a un problème technique qui a fait que Eric n'est pas connecté. Il nous entend pourtant, mais il n'arrive pas à se connecter. Alors, Forgier Arnaud, vous avez été à la conférence de presse à la présentation du livre d'Eric Topoma. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur son cas et dire si ce sera de plus en plus derrière nous ou l'avenir est toujours sur le continent à l'oppression et l'occasion aussi de nous brosser un peu le bilan de l'activité passée? Alors, je dirais que malheureusement, non, ce n'est pas des pratiques du passé. On avait d'ailleurs eu l'occasion d'en parler à cette conférence de presse conjointe avec Eric Topona, puisque son cas, celui dont il avait été victime il y a de cela maintenant 6 ou 7 ans, eh bien, faisait, je dirais, tristement écho à un cas très actuel qui est celui de Martin Inouye-Duguay, directeur de publication au Tchad, qui lui-même a été emprisonné parce que eh bien, une ancienne cacique du régime lui est tombée dessus. Il a d'ailleurs été lui aussi jugé comme un cybercriminel, alors qu'il aurait dû être jugé en vertu de la loi sur la presse. Donc non, la pratique d'arrêter des journalistes ou parfois même de les contraindre à fuir, soit dans leur propre pays, soit carrément à l'étranger, malheureusement, elle continue. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, Reporters sans frontières a enregistré en Afrique subsaharienne 171 arrestations arbitraires de journalistes. Alors ça va de quelques heures à quelques semaines, quelques mois, puis parfois ça se prolonge sur plusieurs années. On a le cas de l'ancien DG de la CRTV au Cameroun, Amadou Vamoulke, qui lui est en détention provisoire depuis 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que ce monsieur de 70 ans, au lieu de profiter d'une retraite qu'il avait bien méritée, bien croupi en prison, sans avoir été jugé à la fin du mois de mai à la 30e audience d'un procès à rallonge dans un dossier qui a été monté de toutes pièces. Donc beaucoup d'arrestations arbitraires de journalistes. Heureusement, et ça c'est un peu la bonne nouvelle de ces dernières années, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faudra surveiller de près, le journalisme tue un peu moins en Afrique, mais il continue à priver de liberté, comme je le disais. Et puis une des tendances qu'on observe aussi, et ça quasiment dans plus de la moitié des pays, beaucoup plus de cybersurveillance des journalistes, beaucoup plus d'actes de cybercensure, Internet coupé, soit totalement, soit partiellement, les réseaux sociaux
souvent en marge de processus électoraux. Alors, la RDC lors de la dernière élection présidentielle, le Malawi, la Mauritanie, le Bénin lors des dernières élections législatives, par exemple. On a plus de la moitié des pays africains qui ont eu recours à Internet au cours de ces dernières années. Donc ça, c'est aussi un phénomène qui est extrêmement inquiétant, puisque les États ont encore la main mise et ils peuvent faire pression sur les opérateurs pour procéder à des coupures qui sont arbitraires et qui ne visent qu'à protéger leurs intérêts et non la sécurité de la nation, comme ils le défendent bien souvent. Alors, Soli Camara, vos inquiétudes sont là, elles sont réelles, mais comment vous faites, qu'est-ce que vous avez besoin, que faites-vous pour que le journal papier ne disparaisse pas, vous qui tenez toujours à l'information matérialisée? Oui, alors, donc, nous, on procède de la même façon, c'est-à-dire, donc, on produit, on vend, et puis aussi, comme je l'ai indiqué la première fois, donc on s'adapte. On s'est adapté, donc on est aussi sur le net, sur les réseaux sociaux, comme ça, pour avoir de nouveaux lecteurs. Mais c'est gratuit, donc ceux-là n'achètent pas. Donc on essaie de s'adapter, et puis en même temps, donc nous avons des annonceurs, c'est-à-dire nous avons parmi la diaspora des jeunes Africains qui sont talentueux et dont personne n'en parle. Et donc, ces gens-là, nous leur laissons des pages dans notre magazine pour pouvoir exprimer leur talent, pour pouvoir parler d'eux. Par exemple, je prends l'exemple de ce jeune Malien qui a créé une marque qui s'appelle Madinel, et donc une marque de sous-vêtements, de vêtements, de casquettes pour les jeunes. Et donc, ce jeune nous a sollicité et nous avons fait une annonce pour lui. Et donc, en ce moment, sa marque marche relativement bien dans le milieu africain. Donc, un exemple, donc, des assureurs, des promoteurs immobiliers qui agissent en Afrique. Donc, nous avons ces annonceurs qui n'ont pas les moyens pour les grands médias, et ils nous sollicitent et nous faisons ce travail-là pour eux. Donc, nous avons aussi cette clientèle-là. Et donc, c'est pour que la presse écrite existe. Et, parce que pour moi, Internet, c'est très bien. Je n'ai rien contre la presse, le net, mais je vois qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Et donc, souvent, les gens reprennent tout simplement ce que les autres écrivent. Et soit c'est plein de fautes, il n'y a pas de vérification, il y a beaucoup de fake news. Et donc, cela, je le regrette énormément. Et je crois que dans la presse écrite, il y a beaucoup de vérification, beaucoup de contrôle, même si nous ne passons pas par ce qu'on appelle les agences aujourd'hui pour s'abonner à l'agence France. Il faut payer pour pouvoir obtenir des informations qu'on peut publier. Donc, souvent, nous aussi, nous allons sur le net pour prendre des informations, mais nous les vérifions et souvent aussi, nous avons des correspondants un peu partout en Afrique qui nous envoient des informations, et si nous jugeons la véracité de cette information, donc nous les publions, et si nous doutons de leur véracité, donc nous les publions pas. Voilà. Donc, Assanatou Baldé, alors comment fait-on pour vivre du journalisme digital? Comment génère-t-on des fonds pour vivre de son métier quand on est un média dématérialisé? C'est justement la grande question. C'est la question à laquelle beaucoup n'ont toujours pas réussi à répondre, puisque comme vous le savez, maintenant, vous avez même pas mal de médias qui font même recours au financement participatif. Il y a des médias, même ici en France, qui ne vivent d'ailleurs que de ça, en fait. C'est-à-dire que chaque année, ils font un appel aux dons, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des lecteurs assez fidèles qui arrivent à leur faire confiance et à les financer. Et c'est grâce à cette manne-là qu'ils arrivent à tenir toute l'année. Mais moi, je ne suis pas forcément même partisane, par exemple, du financement participatif, parce que je trouve que c'est encore un modèle qui est trop fragile. J'estime qu'à l'heure actuelle, je pense que pour l'instant, la meilleure solution, c'est vraiment l'abonnement.
comme le fait Mediapart, comme le fait d'ailleurs maintenant quasiment tous les grands journaux, hein, que ce soit Jeune Afrique, vous l'avez vu, eux tous ont recours maintenant à ce système-là, c'est-à-dire à des lecteurs qui ont accès à un contenu quand même de très bonne qualité et qui les incitent finalement à s'abonner, à payer chaque mois une somme qui permet aux médias de s'en sortir. Et sinon, il y a aussi les annonceurs, mais les annonceurs, moi, pour avoir même vécu pendant 6 ans, travaillé dans un média comme Afrique.com qui a été créé, qui était même l'un des premiers médias sur l'actualité africaine, puisqu'il est né en 99, c'était au tout début du boom d'Internet. On s'est rendu compte très vite que même finalement, par rapport aux annonceurs, ça ne pouvait pas fonctionner parce que ce n'était pas suffisant pour faire vivre le média, pour payer les salariés tous les mois, puisque, comme vous le savez, un média requiert beaucoup de charges. Et c'est très, très difficile, surtout quand on propose du contenu gratuit et qu'on doit juste finalement compter sur les annonceurs, en fait. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'en tout cas, à l'heure actuelle, c'est peut-être le système d'abonnement qui peut-être est le plus solide, en tout cas pour le moment. Mais il faut encore continuer à chercher d'autres manières de faire vivre les médias de manière digitale, puisqu'on n'a toujours pas trouvé une solution, voilà, une solution qui fait que tous les médias, une fois qu'ils sont lancés, sont assurés de s'en sortir. Voilà. Alexis Passy, pensez-vous qu'il y a des perspectives, il y a espoir que le monde du journalisme aujourd'hui soit porteur d'emploi? Au porteur d'emploi, bon, je ne risquerai pas cela. Plein emploi, je veux dire, c'est un peu trop rêvé, quoi. En revanche, je pense qu'il y a toujours, il reste cette possibilité de naviguer dans cette activité informationnelle en étant sur voilà, ce pont-là, peut-être faire la jonction entre le web et le support papier. En tout cas, pour mon cas, je pense que ce que vient de dire à l'instant même ma consoeur Assintou est tout à fait vrai. Hein, il faut aller vers un format qui soit, en termes de coûts globaux, j'entends bien, hein, donc la réalisation, l'impression, ça c'est pour le cas du support papier, et toutes les charges inhérentes à cela. Mais il faut aussi, je pense, partir d'un abonnement qui soit conforté, qui soit consolidé pardon, à l'année peut-être, à l'année pour voir si on peut avoir un prévisionnel qui peut tenir ne serait-ce qu'une année. Donc, c'est ça. Donc, le plein emploi à travers ce métier de la presse au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut y réfléchir un peu à deux fois. Voilà. Alors, nous acheminons vers la fin de l'émission. Chacun de vous peut charger notre défenseur par une question ou deux. Arnaud Forget. Revendication, Soli Camara. Oui, sans crainte, moi, sans complaisance. Une revendication sans crainte, sans complaisance pour aller dans le thème de l'année. Ouais. Absolument, c'est-à-dire donc c'est tout simplement la défense des journalistes, parce que si les journalistes ne peuvent pas exercer leur métier en Afrique, donc ça va être très très difficile, parce que soit il faut être du côté du pouvoir, donc ça il n'y a pas de liberté en effet, et alors que la déontologie journalistique c'est d'abord avoir… Est-ce que vous avez une revendication à faire à Arnaud Forget, qui est le directeur de Reporters sans frontières Afrique, notre défenseur, qui pourra peut-être nous trouver des solutions ou des voies d'accès aux solutions? Je n'ai pas de revendication particulière à lui formuler, parce que donc, je l'ai écouté attentivement, donc il a quasiment tout dit. Et donc, surtout, ceux qui ont parlé de la carte de presse, moi, ce n'est pas un problème parce que j'en ai une. Mais quand même, beaucoup de journalistes ont des difficultés pour avoir accès à des grandes conférences, parce que souvent, ils sont heurtés à ce document. On leur demande une carte de presse. Mais bon, et je crois qu'il a bien expliqué, parce que soit si on est employé par un média, donc on est un employé, dans ce cas, c'est ce média qui vous déclare, qui paye vos charges et qui vous permet donc d'avoir ce document, cette carte de presse. Et pour ceux qui sont indépendants, c'est ça le problème, ce sont eux qui rencontrent
des difficultés pour Merci. avoir un quart de presse. Assanatou, on va aller très vite parce que c'est la fin du temps qui nous a imparti. Assanatou. Oui, je pense que Arnaud Froger en a parlé déjà tout à l'heure. Moi, c'est vraiment la question de la formation des journalistes en Afrique qui me tient particulièrement à cœur. Parce que d'ailleurs, dans mon agence de presse, on a un volet formation pour former les plus jeunes, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faut tout revoir au niveau de la formation concernant les jeunes générations. Est-ce que peut-être RSF compte peut-être mettre plus tard des dispositifs pour vraiment soutenir le volet formation journalistique dans les pays d'Afrique? Alexis Passy. D'un mot, je demanderai simplement, ce sera la revendication de façon globale pour tous les journalistes d'ici et d'ailleurs, en tout cas, où qu'ils soient, c'est de faire en sorte que vraiment la déontologie et l'éthique soient toujours au rendez-vous. Et puis, naturellement, une couverture officielle qui va garantir leur métier sans trop de risques de pression dans des États policiers. Je prends l'exemple du Congo, en parlant justement on nous parle de l'existence, enfin, qu'il n'existe pas des prisonniers politiques dans ce pays-là, mais cela n'empêche pas qu'il y ait quand même des bévues à l'image de la censure qu'a subie notre confrère Otuna. Voilà. Arnaud Forger, votre réponse en excusez-moi, juste un mot à M. Forger, c'est-à-dire donc pour être membre de RSF et comment fait-on, parce que moi je suis membre du Presse Club de Paris et puis aussi de l'Union internationale des journalistes africains, donc je voulais savoir pour les gens qui le souhaitent, comment peut-on être membre de RSF. Voilà. Alors, sans crainte, sans complaisance, Arnaud Forger, votre réponse? Oui. Oui. Allô? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, Arnaud Forger. Alors, je vais répondre à la dernière question pour commencer. Pour devenir membre de RSF, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site et vous avez une rubrique qui s'appelle « Engagez-vous » et il y a un espace ensuite d'adhésion. Donc là, il y a plusieurs formules qui sont proposées. Donc, il suffit d'aller sur le site internet. Mais je me rends compte que c'est assez contradictoire pour une organisation qui défend la liberté de l'information. C'est une information qui est apparemment peu visible sur notre site puisqu'on me pose fréquemment la question. Donc, il va falloir remédier à ce problème. Mais en tout cas, l'adhésion est accessible sur le site. Je dirais pour terminer et pour répondre aux différents interlocuteurs que je crois qu'aujourd'hui, pour être journaliste, alors c'est vrai en Afrique, mais je pense que c'est vrai partout dans le monde en fait, il faut à la fois être courageux et il ne faut pas vouloir devenir riche. Je pense que c'est des conditions qui sont indispensables. C'est la réalité dans laquelle on évolue. C'est un beau métier, c'est un métier indispensable encore une fois au développement harmonieux des sociétés, mais c'est un métier qui demande du courage et qui demande des aspirations à un niveau de vie, j'allais dire, relativement modeste parce qu'on devient très rarement riche en devenant journaliste. Il y a la question qui est essentielle pour moi et qui a été à nouveau abordé de la formation. Ça, c'est un enjeu qui est absolument colossal et si on veut demain une nouvelle génération ou de nouvelles générations de journalistes africains encore plus talentueux, eh bien, ça passera nécessairement par la mise en place de formation. RSF, je le disais encore une fois, on fait à la marge. On a fait une formation de journaliste d'investigation, par exemple, au Togo l'année dernière, mais on n'a pas du tout vocation à se substituer aux écoles de journalisme, tout simplement parce que c'est pas ce qu'on sait faire de mieux, entre guillemets, c'est pas le corps et le cœur de ce qu'on sait faire, et qu'encore une fois, ça c'est de la responsabilité. Il faut pas non plus se substituer à la responsabilité des parties prenantes. C'est la responsabilité des États, c'est la responsabilité des gouvernants de mettre en place des formations. C'est un pan de la société à développer qui est tout à fait indispensable. Donc c'est avant tout leur responsabilité. Et c'est aussi la responsabilité de la corporation. Il est normal, il est tout à fait de penser que les syndicats, que les associations de journalistes, qui comptent parmi les meilleurs journalistes de leur pays, eh bien, puissent organiser des formations à l'égard de leurs propres ouailles et des jeunes générations. Donc ça, je pense que c'est une approche où chaque acteur doit prendre toute sa part. Et nous, évidemment, avec les moyens qui sont les nôtres, on n'a pas vocation à substituer ni aux autorités, ni à la corporation en matière de formation. Mais je dirais que si on veut du journalisme de qualité
demain, ça passera par ça et c'est absolument indispensable. Si aujourd'hui, on a envie de trouver un business model, que ce soit par les abonnements ou par autre chose qui soit efficace, et on le voit en ce moment avec le Covid, il y a une aspiration des gens à aller vers les médias et les journalistes de confiance. Il y a une augmentation de la fréquentation des sites d'information de qualité. Si on veut développer le journalisme de qualité, il faudra qu'on ait des formations digne de ce nom. Et c'est aussi comme ça qu'on pourra générer des revenus, parce que les citoyens, ils ont besoin de tiers de confiance. C'est bien beau de recevoir sur sa messagerie WhatsApp des fake news, de la désinformation, des théories du complot à longueur de journée, mais lorsqu'on affronte des défis aussi importants que des crises pandémiques, le réchauffement climatique, la malgouvernance, la corruption, on a aussi besoin de tiers de confiance, et ces tiers de confiance, ce sont les journalistes, donc il faut leur donner les moyens de travailler, et ça c'est avant tout une question de volonté politique. RSF est là pour soutenir, est là pour plaider, est là pour accompagner, mais évidemment, c'est aussi et avant tout une question de volonté politique. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes le 3 mai, journée internationale de la presse, sous le thème « Sans complaisance ni crainte », et que nous étions avec Soli Camara pour ce deuxième panel, qui est promoteur du journal Nouvelle Afrique Mag, de Assanatou Baldé, qui est créatrice de l'agence presse Multimédia 21, de Alexis Passy, journaliste en attente de création d'un média, et bien sûr de Arnaud Frogère, qui est directeur de Reporters sans frontières. Et j'espère que beaucoup moins de suspensions comme celle qu'a eu Rossi Rotuna à Brazzaville auront lieu pour avoir tout simplement posé une question légitime. Merci à tous et à toutes, et à bientôt. On remercie en passant Ser Makosso, le patron de Ziana TV, qui a été à la régie pendant plus d'1 heure et demie pour voilà pourquoi nous avons pu, grâce à lui, être en contact les uns les autres et avec les téléspectateurs de Ziana. Merci.